Une autre question, Prince Binchang. À ma connaissance, n'est-ce pas, Sa Majesté Tan Thai, votre grand-père, a été exilé à l'île de la Réunion en même temps que Sa Majesté Yuitan. Est-ce que pendant tout le séjour, n'est-ce pas, de Sa Majesté Yuitan à la Réunion, Tan Thai et Yuitan vivaient ensemble dans la même maison? Absolument pas. Ah. Mon père n'a pas pu vivre avec mon grand-père, les deux ayant un caractère assez spécial. Ce sont deux caractères, oui, n'est-ce pas, tout à fait différents. Mon grand-père reprochait à mon père d'avoir fait cette révolte sans lui avoir demandé conseil. Mon grand-père, donc, pendant toute cette période de la déportation, lui reprochait. Mon père est donc, à l'issue de cette déportation, a décidé de vivre tout seul. Comme mon grand-père était vraiment un anticolonialiste, un anti-français, il n'admettait pas que mon père continue ses études en français. Il est très conservateur. Très conservateur. Et il disait à mon père, les Français t'ont déporté, comment ça se fait que tu apprends cette langue barbare, cette langue qui t'a déporté, qui t'a détrôné, etc. Oui. Mon père faisait fi de ce que mon grand-père pouvait lui dire et persévérait dans l'étude que lui avait déjà, disons, guidé son précepteur, Monsieur Eberhard. Et c'est ainsi qu'ils ont fait leur vie à l'île de la Réunion, chacun de leur côté. Le livre de Hoàng Trọng Thượng dit que Sa Majesté Yuitan est un homme très libéral, très intellectuel, et il voulait apprendre tout par lui-même. Est-ce que c'est vrai? Comme je vous disais, son précepteur, M. Eberhard, l'avait guidé sur des voies de connaissances générales, de culture générale. Donc, à l'issue de sa déportation, il avait quelques raisons de continuer dans les voies tracées par son précepteur. Et c'est en cela qu'il, en autodidacte, qu'il a abordé beaucoup de sujets dans son étude. Quoi, par exemple? Littérature, technologie, puisque la technologie commençait à faire jour, et en électricité. Il devient par la suite un bon radio amateur. Il réparait les postes de radio de l'époque. Il aidait ses amis à apprendre le morse, la tabulation. Il jouait au piano, la musique. Il a appris le violon. Formidable. Oui, il était devenu un bon violoniste. D'ailleurs, il était un titulaire de l'Orchestre Philharmonique de Saint-Denis de l'époque. Et il montait à cheval aussi. Oui. Il a gagné des prix, n'est-ce pas? Oui, il touchait à tout. Il montait à cheval, il a gagné 3 prix. Formidable. C'était dans l'écurie Moussa. Moussa, c'était un gros industriel du coin qui avait eu une écurie et lui avait demandé, avec son père, de s'occuper un peu de ses chevaux. Formidable. Oui, alors c'est là qu'il est monté en course et qu'il a gagné 3 courses entre 1933 et 1939. Prince Binchang, une question indiscrète. Comment vivaient Sa Majesté Yuitan et Sa Majesté Tan Thai dans l'île de la Réunion? Est-ce qu'ils recevaient des bénéfices du gouvernement français, des subsides? Non. La question n'est pas indiscrète. Vous savez que mon grand-père et moi ont été déportés avec une petite pension que leur attribuait le gouvernement vietnamien de l'époque. Les uns disaient que c'était une petite rente de gens très simples, quoi, de boueux, si je pourrais dire.
Et les autres, c'était une petite rente qui n'était pas à la hauteur de la France. La France faisait une injure à ses anciens souverains en leur accordant quelques milliers de francs pour y vivre. Est-ce que sa boutique de réparation d'appareils de radio lui rapportait assez pour vivre décemment? Le rapporter, non, contribuer à lui faire vivre un peu décemment, parce qu'il réparait les appareils de radio, il aidait aussi les cinémas environnants qui étaient, disons, qui commençaient seulement à devenir parlants à l'époque. Les appareils parfois tombaient en panne, et comme mon père était un bon électrotechnicien, on lui demandait de venir réparer ces appareils-là, sans être payé. Il le faisait bénévolement, comme ça. Bénévolement, hein? Bénévolement. Pour son plaisir. Pour son plaisir, En ce qui nous plaisir permettait... royal. En plaisir royal. Ce qui nous permettait de partir au cinéma sans payer. Ouais. À propos, comment vivait Sa Majesté Thanh Thái? Il avait assez, n'est-ce pas, de revenus pour se suffire? Oui, ses revenus devaient être à l'époque d'une centaine de milliers de francs pour toute sa famille, hein, pour toute sa famille. Mais c'était très peu en regard de sa nombreuse famille. Mais au moment de son exil, les Français lui ont permis d'apporter avec lui quelques monnaie? Oui, très peu, hein, très peu. Vous savez, le successeur de mon père, qui se trouvait être Sa Majesté Caïdine, a trouvé dans le trésor public une petite somme appartenant à mon père, de l'ordre de 2000 francs ou de 3000 francs. C'était une petite cassette qu'il avait personnellement. Et Sa Majesté Caïdine a demandé au résident général qu'est-ce qu'il devait faire de cet argent, que maintenant l'empereur du Than est déporté, et qu'il avait pu acquérir cette petite somme pendant son règne, et qu'il n'est plus empereur, à qui devait revenir cette somme. Et Caïdine a dit, bon ben, hein, le résident général lui a dit, ben, vous faites ce que vous en voulez. Il s'est accaparé de la petite somme que mon père avait. Prince Vincent, Sa Majesté Thanh Thái a pu rapatrier le Vietnam après 3 ans d'exil. Sur l'intervention de Maître Vương Quang Nhượng, mon ancien collègue au barreau de Saigon. Nhượng se mariait avec la fille de Thanh Thái. Et Thanh Thái est revenu au Vietnam et mort au Vietnam. Votre père est décédé à l'âge de 45 ans, n'est-ce pas? Donc, tous les deux ont deux destinées différentes. Nous allons nous ici. Nous allons aborder la deuxième partie de notre conversation, Prince Vincent. Si vous voulez bien. OK. Prince Vincent, nous allons aborder la deuxième partie de notre entrevue. Bien volontiers. S'étendant de la période, n'est-ce pas, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'accident d'avion amenant le décès de Sa Majesté, votre père, n'est-ce pas? Je n'étends pas sur le passé, avant son exil, bien que cette partie soit très importante pour nous autres Vietnamiens, c'est-à-dire l'engagement de Sa Majesté 8 ans avec le parti révolutionnaire de Trần Cao Vân et de Thái Viễn, comment Sa Majesté s'est enfuie de la cité interdite, comment 3 jours après sa fuite, il a été arrêté par la police française. Ensuite, il a été remplacé par Đồng Khánh, par Khai Định, avant d'être exilé à La Réunion. Nous n'allons pas nous étendre parce que, comme vous m'aviez dit, Sa Majesté ne vous a pas partagé ses points de vue sur cette période. Mais c'est la deuxième période qui est la plus importante pour nous autres, n'est-ce pas? La Seconde Guerre mondiale.
nous disions que Sa Majesté est un homme très réservé. Il vous parlait peu, n'est-ce pas, de son passé, de sa lutte révolutionnaire. Oui. Mais dans lui, dans son cœur, oui. N'est-ce pas, le feu du Vietnam, n'est-ce pas, ne s'arrêtait pas, oui. N'est-ce pas, de bouillonner. Oui, de bouillonner. Oui. Alors parlons de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclatait, le général de Gaulle a fait un appel aux Français, oui. À tous les Français de se joindre à lui dans le combat oui. Contre Hitler. Exactement. Dites-nous, quelle était la réaction de Zieten, n'est-ce pas, lorsqu'il entendait l'appel de Gaulle? Qu'est-ce qu'il faisait? Tout d'abord, lorsque l'armistice fut signé par le maréchal Pétain, mon père s'est trouvé offusqué qu'un tel héros national, en l'occurrence le maréchal Pétain, puisse signer l'armistice avec les Allemands. À partir de là, il s'est senti résistant. Et il a travaillé en tant que résistant à son niveau, dans cette petite colonie française, à propager à travers ses amis l'esprit de la résistance contre ce qu'avait fait le maréchal Pétain. Il avait fait pour cela 45 jours de prison. Oui, on l'a arrêté. Oui, on l'a arrêté parce qu'il diffusait par la radio toutes les informations anglaises et françaises de Brazzaville. C'était absolument interdit. Donc on l'a mis en prison pendant 45 jours. Mais excusez-moi, il utilisait son poste de radio, oui, n'est-ce pas, oui, pour capter les nouvelles. Oui. Ben, chacun avait un poste de radio oui. Hein, à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'on lui reprochait? D'être gaulliste? Ben, on lui reprochait de faire la propagande pour les gaullistes, oui. En le faisant écouter à la population les informations émanant de la BBC ou son quoi de radio Brazzaville. Bien, bon, ben, à partir de cela, il s'est senti au service de la France. Et en 1942, il voulait faire un pas de plus en prouvant à la France qu'il n'avait jamais été, comment on pourrait dire ça, un ennemi de la France, mais disons un ennemi des administrateurs qui gouvernaient son pays. Oui. Vous voyez, oui. Il y avait là une nuance qu'il voulait absolument faire admettre au gouvernement français. Ceci pour alléger un petit peu sa déportation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour faire entendre sa voix, il n'avait qu'une solution. Politiquement, il ne pouvait pas. Civilement, il ne pouvait pas, puisque c'était un déporté politique. Excusez-moi, Guitan est l'homme, le patriote qui en a mis le plus désolé, le plus isolé, le plus surveillé les colonialistes français, oui. N'est-ce pas? Et jusqu'à sa mort, d'ailleurs. Est-ce qu'il avait des contacts avec des patriotes vietnamiens venant du Vietnam? Non, absolument pas. Les quelques Vietnamiens qu'il pouvait rencontrer, c'est des Vietnamiens qui faisaient le voyage par la ligne de messagerie maritime, là. Oui. Et qui avaient des Vietnamiens sur les paquebots ou sur les cargos qui savaient que l'empereur était à l'île de la Réunion. Et quand le paquebot ou le cargo faisait escale à l'île de la Réunion, ces Vietnamiens venaient s'incliner devant lui.